Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à la nutrition chez les plantes vertes. Pour télécharger les animations, la fiche pédagogique et le résumé de cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Mes chers élèves, vous savez bien que pour entretenir les plantes de décoration dans les pots chez vous à la maison, vous devrez les arroser régulièrement et ajouter des engrais à la terre des pots de temps à autre. Et vous savez bien que les agriculteurs irriguent régulièrement leur culture et répandent des engrais chimiques ou du fumier qui est un engrais organique sur les champs pour fertiliser le sol. Ils pulvérisent les insecticides pour tuer les insectes et les parasites néfastes et qui endommagent les plantes. Mes chers élèves, vous savez bien que les techniques modernes en agriculture consistent à cultiver les plantes dans des serres en plastique transparent. Ces serres favorisent les bonnes conditions de développement des plantes et un bon rendement. On cultive aussi des plantes dans des serres sans sol, c'est-à-dire sur un support artificiel dont les racines des plantes sont immergées dans une solution nutritive qui contient de nombreux besoins des plantes. Alors, quels sont les besoins et les structures nutritives chez les plantes vertes? Pour répondre à ces questions, on réalise les activités suivantes. En premier lieu, on va déterminer quels sont les composants chimiques essentiels dans les plantes vertes en réalisant l'expérience suivante. On chauffe un échantillon de plantes et une feuille, par exemple, dans un tube à essai. On vous demande quels sont les résultats de cette expérience et qu'est-ce que vous concluez. On observe un dégagement de la vapeur d'eau et la condensation des gouttes d'eau sur le bord du tube à essai comme résultat. En conclusion, donc, les plantes vertes contiennent de l'eau. On poursuit l'échauffement jusqu'à la calcination de la feuille. On vous demande quel est le résultat de cette calcination et qu'est-ce que vous concluez de cette expérience. En calcinant la feuille, on constate que la feuille se carbonise et il y a dégagement d'une fumée riche en dioxyde de carbone. Donc, les plantes contiennent de la matière carbonique. On poursuit l'échauffement jusqu'à la calcination totale de la feuille. On vous demande quel est le résultat de la calcification totale de la feuille et qu'est-ce que vous concluez. On observe qu'il ne reste de la feuille que de la cendre blanche incombustible, composée de la matière minérale. On conclut donc que les plantes contiennent de la matière minérale. On récapitule donc les composants principaux des plantes et de tous les êtres vivants sont une quantité importante de l'eau, environ 80%, de la matière carbonique, environ 95%, de la matière végétale sèche. La matière carbonique est composée du sucre, de l'amidon, de la matière minérale ou les sels minéraux, qui sont à environ 5% de la matière végétale sèche. Alors maintenant, on va découvrir comment les plantes se procurent de l'eau en réalisant l'expérience suivante. On immerge la racine d'une plante dans une éprouvette contenant de l'eau surmontée par une couche d'huile qui empêche l'évaporation de l'eau pendant quelques heures. On vous demande comme exercice quel est le résultat de cette expérience, comment interpréter ce résultat et qu'est-ce que vous concluez de cette expérience. En comparant le début et la fin de l'expérience, on constate que le niveau d'eau a diminué. Ceci est dû à la consommation de l'eau par la plante. Donc, comme conclusion, les plantes ont besoin de l'eau qu'elles puisent du sol après les précipitations ou l'irrigation des champs par les méthodes traditionnelles ou les méthodes modernes comme l'irrigation par goutte à goutte. Dans cette activité, on va déterminer quelles sont les structures qui puisent l'eau du sol chez les plantes en analysant l'expérience de Rosen suivante. On place de l'eau dans 6 tubes à essai et on surmonte l'eau par une couche d'huile. Puis, on place 6 plantes semblables dans 6 tubes à essai de la façon suivante. Dans le tube numéro 1, l'apex de la racine est dans l'eau et la zone pélifère qui contiennent des jeunes racines dans l'huile. Dans le tube numéro 2, la zone pélifère est dans l'eau et l'apex est dans l'huile. Dans le tube numéro 3, l'apex et la zone pélifère sont dans l'eau. Dans le tube numéro 4, la zone pélifère et l'apex sont dans l'huile. Dans le tube numéro 5, l'apex est dans l'huile et le reste de la racine est en dehors de l'eau. Le tube 6 est comme témoin. Après quelques heures, on vous demande comme exercice quel est le résultat de cette expérience et comment interpréter ces résultats et qu'est-ce que vous concluez de cette expérience. On constate que les plantes placées dans les tubes 1 et 4 et 5 se fanent comme résultat. Alors, lorsque la zone pélifère est hors
de l'eau, la plante se fane, comme interprétation. On conclut donc que la zone pellifère est responsable de l'absorption de l'eau chez les plantes vertes. En effet, cette zone contient des fines poils composées d'une seule cellule allongée qui absorbe de l'eau du sol, d'où leur appellation les poils absorbants. Et maintenant, on va découvrir est-ce que les plantes ont besoin des sels minéraux en réalisant l'expérience suivante. On plante des plantes de maïs de même taille dans deux milieux différents. Le premier milieu à gauche contient de l'eau et des sels minéraux. Le deuxième milieu à droite contient de l'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau pure. On vous demande comme question quel est le résultat de cette expérience, comment interprétez-vous ces résultats et qu'est-ce que vous concluez de cette expérience. Comme résultat, en comparant les plantes dans les deux milieux, on constate que les plantes cultivées dans l'eau contenant des sels minéraux se développent normalement, alors que ceux cultivés dans l'eau pure cessent de croître et jaunissent, car ce milieu manque des sels minéraux. Donc, comme conclusion, les plantes vertes ont besoin des sels minéraux. Les sels minéraux indispensables aux plantes sont les sels d'azote, de phosphore et de potassium, connus sous le nom de NPK. Mes chers élèves, les plantes puisent les sels minéraux du sol. Ces sels minéraux proviennent de l'altération des roches ou de la matière organique en décomposition dans le sol, ou des engrais que les agriculteurs ajoutent au sol. Mes chers élèves, l'eau et les sels minéraux que les plantes puisent du sol se mélangent et nommé à l'intérieur des plantes la sève brute. Alors maintenant, on va découvrir dans cette activité quel est le sort de la sève brute dans les plantes, en réalisant l'expérience suivante. On immerge la tige d'une fleur rose dans de l'eau colorée en bleu pendant quelques minutes. On vous demande comme exercice quel est le résultat de cette expérience et comment interprétez-vous ces résultats et qu'est-ce que vous concluez de cette expérience. En comparant le début et la fin de l'expérience, on observe l'apparition des lignes colorées du bleu dans la tige de la fleur. Et la fleur prend la coloration bleue comme résultat. L'apparition des lignes bleues dans la tige est interprétée par la montée du liquide coloré dans la tige jusqu'à la fleur, qui se colore elle-même en bleu. Donc, comme conclusion, les plantes vertes contiennent des vaisseaux conducteurs dans lesquels circule et monte la sève brute des racines vers les feuilles et distribuée dans la plante. C'est la circulation de la sève. Alors maintenant, à travers cette activité, on va découvrir quel est le sort de l'eau dans les feuilles, en réalisant l'expérience suivante. On couvre une plante dans un pot avec un sachet en plastique transparent pendant quelques heures. On vous demande comme question quel est le résultat de cette expérience, comment interpréter ce résultat et qu'est-ce que vous concluez de cette expérience. En comparant toujours le début et la fin de l'expérience, on voit l'apparition des gouttes d'eau dans le sachet, car les feuilles des plantes rejettent une partie de l'eau. Donc, comme conclusion, une partie de l'eau est rejetée par les stomates des feuilles. C'est le phénomène de la transpiration. La transpiration participe à l'aspiration et la montée de l'eau des racines vers les feuilles et participe aussi à l'humidification de l'air atmosphérique. Et maintenant, on va découvrir comment les plantes obtiennent de la matière carbonique comme l'amidon. Mes chers élèves, on met en évidence la présence de l'amidon dans des aliments par l'eau iodée. Lorsqu'on verse de l'eau iodée sur les pommes de terre, le pain, les bananes, on constate l'apparition d'une coloration bleu foncé en contact de l'eau iodée. Donc, ces aliments contiennent de l'amidon. Mais lorsqu'on ajoute de l'eau iodée sur du fromage, il n'y a pas de coloration bleu-violet. Donc, le fromage, comme aliment d'origine animale, ne contient pas de l'amidon. En effet, l'amidon se trouve uniquement dans les plantes. Alors, comment les plantes se procurent de l'amidon, qui ne se trouve ni dans le sol, ni dans l'eau, ni dans l'air? On vous demande de suggérer des hypothèses pour expliquer l'origine de l'amidon dans les plantes. Quelques élèves parmi vous ont proposé peut-être les plantes synthétisent de l'amidon. Alors, on va vérifier cette hypothèse en réalisant les expériences suivantes. À travers cette première expérience, on va découvrir si les plantes ont besoin de la lumière. On couvre une plante avec une cloche opaque qui empêche la pénétration de la lumière vers la plante pendant plusieurs jours.
On vous demande comme exercice de dégager le résultat de cette expérience et de l'interpréter et de conclure. Vous allez répondre sans doute en comparant le début et la fin de l'expérience que les feuilles de cette plante jaunissent. Ce jaunissement est dû au fait que la plante n'était pas illuminée. Donc, en conclusion, les plantes ont besoin de la lumière comme source d'énergie. Dans cette expérience, on va découvrir le besoin en dioxyde de carbone chez les plantes vertes. On cultive des radis semblables dans 3 milieux artificiels. Ces plantes reçoivent la même intensité de la lumière, la même quantité d'eau et la même quantité des sels minéraux. Mais, dans le premier milieu, ces plantes reçoivent de l'air contenant une petite quantité de CO2, environ 0,03%. Dans le milieu 2, elles reçoivent de l'air ne contenant pas de dioxyde de carbone. Dans le milieu 3, elles reçoivent un air enrichi en dioxyde de carbone, avec un pourcentage de 3%. On vous demande comme exercice quels sont les résultats de cette expérience, comment interpréter ces résultats et qu'est-ce que vous concluez de cette expérience. En observant le schéma de cette expérience, on constate que les radis plantés dans le milieu 3 ont produit des grandes racines contenant une très grande quantité de la matière carbonique, alors que les radis plantés dans le milieu 2 ont développé de petites racines contenant une toute petite quantité de la matière carbonique. Et les radis cultivés dans le milieu 1 ont développé des racines de moyenne taille. Car le pourcentage de dioxyde de carbone reçu par la plante influe sur la quantité de la matière carbonique qu'elle contient. Les plantes qui ont reçu une grande quantité de dioxyde de carbone contiennent une grande quantité de la matière carbonique. Donc, les plantes ont besoin du dioxyde de carbone qu'ils absorbent de leur milieu extérieur, de l'air ou de l'eau, et qu'ils utilisent pour la synthèse de la matière carbonique, comme l'amidon. Cette synthèse est nommée photosynthèse. Dans cette troisième expérience, on va chercher où se produit la photosynthèse. On couvre une partie d'une feuille de géranium avec une bande opaque pendant plusieurs jours. Puis, on enlève cette bande. Et par suite, on arrache la feuille et on la trempe dans l'alcool chaud pour dissoudre la chlorophylle qu'elle contient. Et puis, on trempe cette feuille dépourvue de la chlorophylle dans de l'eau iodée pour la mise en évidence de l'amidon. On vous demande quel est le résultat de cette expérience, puis d'interpréter ces résultats et de donner une conclusion. Vous allez répondre que la feuille s'est colorée en bleu sombre à l'exception de la zone qui a été couverte de la bande opaque. En effet, dans le reste de la feuille a eu la synthèse de l'amidon, car la feuille reçoit de la lumière et du dioxyde de carbone. Donc la synthèse de l'amidon se fait dans les feuilles. Ce processus est nommé photosynthèse. En résumant, les plantes chlorophylliennes, comme les arbres, synthétisent de l'amidon dans leurs feuilles par l'association des molécules de dioxyde de carbone avec les molécules d'eau et utilisent l'énergie lumineuse captée par la chlorophylle. Pendant la photosynthèse, les plantes dégagent le dioxygène, comme le montre la réaction simplifiée suivante de la photosynthèse. En conclusion générale, les plantes vertes ont besoin pour se nourrir de l'eau et des sels minéraux qu'elles puisent du sol avec les poils absorbants et ont besoin aussi de la matière carbonique qu'elles synthétisent dans leurs feuilles par le processus de la photosynthèse. Le mélange de la matière carbonique synthétisée dans les feuilles descend vers les racines par d'autres vaisseaux nommés les vaisseaux conducteurs de la sève élaborée. La matière carbonique synthétisée est stockée dans des organes végétaux comme les tubercules chez les pommes de terre, ou la racine chez les radis, ou les grains chez le maïs et le riz. De ce fait, les plantes chlorophylliennes sont qualifiées d'être autotrophes, car elles synthétisent la matière carbonique dont elles ont besoin, alors que les plantes non chlorophylliennes, comme les champignons et les animaux, sont des êtres vivants hétérotrophes, car elles ne synthétisent la matière carbonique dont elles ont besoin, mais elles consomment de la matière carbonique élaborée par les plantes chlorophylliennes. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.